Bon, si le président a donné le go, on va, on va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous donc, pour cette table ronde sur la question de la diversité dans les médias en 2021. Donc, je suis Anne Bocandé, je suis journaliste et membre de plusieurs collectifs d'éducation populaire aux médias et aussi chef de projet médias au Media Lab 93, qui est un tiers-lieu qui accompagne des porteurs de projets à lancer leurs médias qui n'ont pas forcément ni les réseaux ni les formations initiales, ou en tout cas qui ont des trajectoires multiples. Et donc, les invités qui sont autour de cette table et que je vais présenter les uns et les unes après les autres m'ont toutes et tous parlé, quasiment en tout cas, de plusieurs électrochocs ces derniers mois qui sont en lien en tout cas avec notre thématique. Alors il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la mort de George Floyd, il y a eu l'élection de Trump, les mouvements MeToo, les mouvements Black Lives Matter et le dialogue aussi international de tous ces mouvements sociaux et politiques. Alors sûrement que la même table ronde il y a quelques années aurait parlé des révolutions populaires de 2005, aurait parlé peut-être des mouvements aussi de Nuit debout. Alors de quoi ces événements sont-ils le nom d'un questionnement sur la distance, de cette fameuse phrase entendue, que moi aussi j'ai entendue dans plusieurs rédactions, on ne les avait pas vus venir. Donc à chaque période, semble-t-il, il y a des pressions populaires, des pressions citoyennes qui viennent interpeller les fabricants d'informations que nous sommes sur notre degré de proximité, notre degré de distance, avec une perception du réel qu'on est censé donc rendre compte, médiatiser, donc rendre compte, analyser, décrypter, expliciter. Donc, qui font écho à des violences symboliques perçues, véhiculées par les médias, entre autres instances de pouvoir, et qui nous appellent à nous décentrer en tant qu'instance de fabrication d'informations et aussi instance de fabrication d'opinion. Ça, on pourra aussi en reparler dans cette table ronde. Et bien évidemment, au-delà de la prise de conscience, il y a un appel à une réforme en profondeur. Ce n'est pas nouveau. Les médias doivent représenter dans leur contenu, tout comme dans les coulisses, la diversité des sociétés qu'ils médiatisent, que ce soit la diversité des visages, évidemment on en parle, mais aussi la diversité des messages. Tout ça est évidemment lié. Il est question de représentation, de pluralisme, de dynamisme démocratique, évidemment. Il faut des outils pour cela. Il y en a qui sont mis en place depuis des années. On n'est pas en train de dire que les choses sont nouvelles, au contraire. Il y a des chartes de la diversité en interne, il y a eu de la création de médias, il y a eu la création aussi d'espaces spécialisés, de comités de diversité. On va en parler ce matin. Un des outils, c'est le baromètre du CSA. Qui depuis 2009, donc là encore, c'est pas nouveau, mesure le degré de représentativité de la population française à la télévision et à la radio, à partir de plusieurs critères qu'il est bon de rappeler pour parler donc pour clarifier en tout cas de quoi on parle quand on parle de diversité. Donc les critères du CSA, c'est la catégorie socio-professionnelle, le sexe, l'origine perçue, le handicap, l'âge, la précarité, le lieu de résidence. Donc, voilà, et donc nos invités agissent à différents endroits à partir de ces critères-là aussi. Et donc il est bon de rappeler qu'en cette année, donc le dernier rapport du CSA, tout type de programme confondu, le portrait robot de la personne qui apparaît à l'écran ou sur les ondes est un homme, à plus de 62%, blanc, à plus de 84%, valide, seulement 0,6% de personnes handicapées, âgées de 35 à 49 ans, vivant en ville et issues d'une catégorie socio-professionnelle supérieure, plus de 75%, sachant que cette catégorie représente moins de 30% de la population. Donc c'est important de reposer le débat et le constat en tout cas. Et maintenant, quid donc des outils de transformation de cette distorsion? Donc on va aller vraiment sur des outils ce matin. Les invités sont assez complémentaires puisqu'ils agissent à des échelons et avec des outils différents. Donc diversité par le territoire et via un outil externe aux rédactions, d'autres sur l'origine sociale et l'accessibilité aux métiers, d'autres par des politiques internes et d'autres par la création d'une alternative média. Donc pour vous présenter rapidement, puis vous allez compléter les uns les autres. Marc Epstein, vous avez été que rédacteur en chef de l'Express, grand reporter. Vous êtes aujourd'hui président de La Chance, donc association baptisée La Chance au concours, créée en 2007 et renommée La Chance pour la diversité dans les médias, et donc qui agit à l'endroit de l'accessibilité aux écoles de journalisme, mais aussi aux opportunités à créer dès le plus jeune âge, donc pas seulement à cet endroit-là de la porte des écoles. Claudia Raola, vous êtes journaliste à l'agence France Presse, donc l'AFP. Vous animez au sein de cette entreprise qui est présente dans plus de 200 pays, donc c'est intéressant de le rappeler aussi par rapport à notre débat, à notre thématique. Vous animez le comité de diversité qui est chargé de proposer des mesures permettant de renforcer la représentation de la diversité au sein de l'agence, alors avec des axes d'action concrets dont nous allons parler sur le recrutement, la mobilité et la formation.
Maxime Daridan, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Next Radio TV, donc qui regroupe notamment BFM, RMC et d'autres chaînes. Vous êtes responsable du pluralisme et des relations avec le CSA, dont on parlait à l'instant. Et donc vous avez monté sous cette casquette avec l'association Ville et Maires de banlieue, Vue des quartiers. Donc vous étiez déjà venu en parler aux assises quand c'était un projet. Aujourd'hui, il est lancé. On va peut-être le voir, on le voit à l'écran. Donc un annuaire qui met en valeur les contacts d'habitants et d'acteurs des quartiers prioritaires. Riyad Maouche, vous êtes journaliste, rédacteur en chef et cofondateur du média Friction.co, donc un média qui a été lancé en 2019, c'est ça, média en ligne et podcast, et qui raconte des grands sujets de société à travers l'intime, et qui propose une conversation mondiale, donc avec une pluralité de langues, une pluralité de contributeurs, autour de grandes thématiques comme l'amour, le travail ou encore les révolutions. Donc vous allez nous parler aussi de cette expérience-là. Et vous êtes aussi passé par la chance. Vous avez été aussi à BFM et vous avez aussi été accompagné au Media Lab 93. Donc vous avez aussi un regard sur ces initiatives que vous pouvez nous partager. Donc pour commencer, peut-être Marc, si on commence au début de la chaîne pour agir en tout cas sur cette question. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les enjeux de la chance qui a été créée, on l'a dit en 2007. Donc quel est peut-être aujourd'hui, pourquoi agir d'abord à cet endroit-là, à un endroit où on le sait, la profession est de plus en plus précarisée. On a eu un débat hier sur les journalistes qui quittent le métier. Donc pourquoi, comment, à qui ça s'adresse et quel est l'impact concret sur la diversification des profils des journalistes dans les rédactions? Alors, 5 questions. Oui, plein de questions. Et peut-être tout d'abord, aussi parce que j'ai peur d'oublier, un hommage à la NCT, parce que je crois que ce débat est placé sous le parrainage de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, et la NCT soutient l'agence, donc merci à elle. En France, il y a, entre les écoles publiques, les écoles privées, les cursus dans les universités, etc., il y a environ une centaine de cursus qui prétendent préparer à l'exercice de cette profession du journalisme. Il y a là-dedans le bon et le moins bon, et par conséquent, la profession s'est réunie, et il y a 14 écoles qui sont reconnues par la profession et qui sont en quelque sorte les 14 les plus réputées du pays. La chance est née en 2007 sous l'impulsion d'un petit groupe de tout jeunes journalistes qui sortaient de différentes écoles, qui avaient été frappés dans l'école dont ils étaient issus par le recrutement assez homogène, on va dire, de leurs camarades de promo, beaucoup de Parisiens, beaucoup d'étudiants qui étaient passés par Sciences Po, et qui, se lançant dans la vie active, ont constaté que ce recrutement homogène, il était aussi en vigueur dans les rédactions, et que c'était un souci en réalité qui ne se limitait pas aux écoles de journalisme, mais qui était généralisé dans la profession. Et c'est ainsi qu'est née la chance. C'est-à-dire que ce petit groupe est retourné voir son école d'origine, à savoir le CFJ, qui à l'époque était rue du Louvre, et a demandé tout bêtement s'il pouvait emprunter le badge de l'école et réunir tous les samedis après-midi des boursiers. Il fallait un critère, et le critère retenu, c'était celui-là, donc un critère social, pour les aider, les accompagner plusieurs mois durant dans leur préparation des fameux concours des écoles reconnues par la profession. Et près de 15 ans plus tard, au fond, l'ADN de la chance, ça reste ça. C'est-à-dire que nous sommes le cœur de notre activité, le cœur historique en tout cas de notre activité. C'est une prépa qui est gratuite, qui est aujourd'hui assortie d'aides financières. Et nous accompagnons l'année passée 85 étudiants, l'année à venir 85, peut-être 90 étudiants. Aujourd'hui, dans 6-7 villes de France, la formation représente environ 250 heures. Tous nos étudiants bénéficient de près d'une dizaine d'abonnements gratuits grâce aux médias partenaires.
Et ces étudiants donc, préparent dans des conditions privilégiées, on va dire, les concours. Au final, ça marche plutôt bien, puisque entre 55% et 65% de nos étudiants intègrent une formation en journalisme. Le chiffre dont, en réalité, on est le plus fier et le plus heureux, c'est celui de nos anciens qui deviennent effectivement journalistes, peu importe qu'ils passent par une école ou non. Et 75% de nos anciens sont devenus journalistes. Un mot, peut-être si j'ai encore le temps, sur nos étudiants. Ils sont boursiers. Je trouve toujours que c'est un peu abstrait quand on dit des étudiants boursiers, d'autant qu'il y a beaucoup plus d'étudiants boursiers aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. À la chance, nous sommes particulièrement ouverts et accueillants envers, même si ce n'est pas le seul critère, envers des étudiants qui ont des échelons de bourse élevés. Donc pour être plus concret, quand on interroge les étudiants sur la profession des parents, maman est caissière dans un hypermarché chez nous en Picardie. Maman est secrétaire dans un garage automobile. Papa est gardien de nuit. Maman est femme de ménage, etc. Et d'ailleurs, moi-même, étudiante, j'ai été à un moment femme de ménage parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Voilà, le profil de nombreux étudiants de la chance, c'est celui-là. Et c'est très important, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est très important que des étudiants, enfin des jeunes journalistes soient issus aussi de ces milieux-là, qu'ils aient eu ces parcours-là, parce que, comme je le disais hier soir, le matin, dans les médias, autour de la table, lors de la conférence de rédaction, ça enrichit la conversation. Quand on discute de l'actualité, de son traitement, des angles, des sources, etc., c'est très important, évidemment, qu'il y ait autour de la table une assemblée de personnes qui reflètent, autant que faire se peut, la diversité de la société, puisque ces personnes ont pour charge de rendre compte. C'est notre travail. Le mot média vient évidemment de ça. Donc cette action me semble absolument essentielle. Donc enrichir les conversations en conférence de rédaction donc avec des profils divers. Claudia Raola, vous, une fois qu'on est justement dans une rédaction, que potentiellement il y avait peut-être une uniformité de parcours, comment on fait pour y remédier, en tout cas en interne, ou en tout cas faire bouger les choses en interne? Vous êtes, donc, comme je disais, animatrice du comité diversité. Et peut-être, donc, qu'est-ce qui a précédé à sa création? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux, justement, à la fois en matière de mobilité interne, à la fois en matière de diversification des recrutements, et puis aussi de formation? Bon, faut dire déjà que l'AFP est une entreprise très diverse, déjà à la base. On est présent dans 150 pays, plus de 200 villes. On a 100 nationalités différentes parmi notre personnel. On travaille en 6 langues, 25 si on compte le fact-checking maintenant. Donc, il y a déjà des profils très, très divers. Malgré tout ça, on se rend compte que le profil du journaliste est un peu aussi, comme partout, un peu le même et qu'il faut diversifier ces profils. Et c'est pour ça qu'on est arrivé, que la direction a décidé de créer le comité diversité pour essayer de diversifier tous ces profils et d'apporter des voix nouvelles à l'agence. Donc ce comité diversité est très récent, il a été créé au mois de mai. Donc il y a eu 4 réunions du comité. Le but est de présenter un rapport prochainement avec des recommandations, les appliquer et les suivre, ensuite suivre leur application. On se centre plutôt sur 5 sujets différents. Donc la mobilité, la formation, l'évolution de carrière, le mentoring et les parrainages et le recrutement.
Et le recrutement, oui, pardon. Et le recrutement. Il faut dire qu'à l'AFP, on a à peu près 300 postes qui sont ouverts tous les ans. Et ces postes sont beaucoup pourvus en interne. Donc en interne, il y a beaucoup de diversité, mais on se rend compte que parfois, les journalistes, ou certains journalistes locaux dans les pays, ils ont des plafonds de verre, ils n'arrivent pas au poste de management. Le management vient souvent de dehors. Donc c'est faciliter aussi la progression de ces journalistes pour qu'ils arrivent à des postes de management, et c'est aussi faciliter la mobilité entre les différentes régions. C'est des gens qu'on connaît déjà, alors pourquoi pas quelqu'un d'Asie partir en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou aux États-Unis, venir en Europe. Donc on essaye aussi de mettre en place tous ces mécanismes. Et pour la diversité, rien mieux que l'apprentissage, comme on a dit avant. L'apprentissage est une porte d'entrée à l'AFP. En ce moment, on a 14 apprentis. Ces apprentis, en général, si ça se passe bien, si eux ils sont contents avec l'agence, ils restent. Ils sont embauchés à Paris. Ils peuvent aller aussi rejoindre des rédactions dans le monde entier. Et on a aussi un système de bourse qui est une autre porte d'entrée pour les étudiants à l'AFP. Et dans les bourses qu'on développe, on avait une bourse école. Après, une bourse école dans laquelle on sélectionne 3 journalistes qui sont dans les écoles. On a une bourse professionnelle. Cette bourse professionnelle, on est en train de la repenser parce qu'on s'est rendu compte avec les années que c'était un peu un rattrapage de la bourse école et pas vraiment une manière de prendre des profils différents de gens issus d'autres types d'études ou avec des trajectoires de vie différentes. Donc on est en train de repenser cette bourse. Et on a de plus en plus des bourses. On a maintenant une bourse en Afrique qui est à sa 3e édition en français. On a une bourse Afrique en anglais. On a fait la première édition et on a un étudiant qui a eu son prix de la bourse, qui n'est autre qu'un contrat à l'AFP qu'il a fait entre Johannesburg et Nairobi, qui est maintenant en CDD et va sûrement intégrer aussi l'effectif de l'agence. On a une bourse anglo à Londres. Donc à travers toutes ces bourses et ces apprentissages, on essaye de diversifier aussi le recrutement à l'agence et d'intégrer de nouveaux profils qui sont enrichissants pour la rédaction. Alors on voit qu'il y a quand même du coup des choses qui existent déjà. Du coup, qu'est-ce qui a vraiment déclenché la création du comité? Puisqu'on voit que ça, c'est pas des choses qui vont être mises en place, c'est des choses sur lesquelles vous allez assurer une continuité. Et pourquoi maintenant, du coup, la création de ce comité-là? Je pense que la création a été aussi tout le débat public qui s'est créé dans les derniers mois ou même années depuis l'élection de Trump, le Brexit, des choses qu'on n'a pas vu venir, le mouvement Black Lives Matter, qui a mis ce débat au cœur de tous les pays. Donc tous les médias se sont interrogés sur la diversité dans leur rédaction, et même s'il y a des choses mises en place, parce que nous on a des choses qui sont mises en place, on a besoin d'aller plus loin et d'améliorer cette diversité. Et aller plus loin, ça veut dire aussi des choses qu'on est en train de penser, comme faire beaucoup plus de mentoring, d'aller aussi à la recherche, ce que disait avant Marc sur les 14 écoles reconnues par la profession, aller à la recherche de gens qui ne sont pas dans ces écoles, qui sont issus, qui ont peut-être une expérience professionnelle avant, qui n'a rien à voir avec le journalisme. Cette année, on a une apprentie qui était ingénieure, mais qui s'est soudain passionnée de data, et elle est rentrée dans le journalisme à travers le data journalisme. Trouver comme ça des profils qui sont bien différents. Mais après, il faut aussi qu'on aille plus loin, plus en amont, qu'on aille dans les collèges. Qu'on aille dans les collèges des zones plus défavorisées où les enfants n'osent pas rêver d'être journalistes, ne connaissent pas la profession
Et donc, aller chercher ces étudiants en troisième, leur expliquer ce que c'est que l'AFP, leur expliquer ce que c'est que le journalisme, leur donner envie, inviter des classes à l'agence pour qu'ils voient ce que c'est, pour qu'ils voient les gens au travail. Dégager peut-être du temps de journalistes pour qu'ils soient monteurs de personnes qui sont en apprentissage. C'est vrai que maintenant, les apprentis à l'AFP, ils ont tous un tuteur. Mais ce tuteur, il travaille, il est sur une rubrique, il n'a peut-être pas beaucoup de temps à consacrer. Ça dépend des personnes aussi. Parfois, il y en a qui font le temps, mais qui trouvent le temps. Mais essayer aussi d'accompagner beaucoup plus ces jeunes pour qu'ils se sentent intégrés, pour leur apprendre les métiers, les aider à continuer, qu'ils se sentent bien, parce qu'il faut qu'ils se sentent aussi bien accueillis à l'agence. Et il faut surtout trouver des jeunes avec une vocation et qui disent moi je veux être journaliste et moi je peux être journaliste et je sais de quoi il s'agit. Alors, du coup, on reviendra en effet sur l'éducation aux médias qui aussi nourrit aujourd'hui les rédactions. Et peut-être juste une dernière question, Claudia, pour bien qu'on comprenne, quand vous dites qu'il y a un constat de plafond de verre sur la mobilité, de quoi ce plafond de verre est-il le nom? Qu'est-ce qui est en jeu là? Parce que là, on n'est pas sur les questions de formation forcément, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des plafonds de verre aussi en interne? Qu'est-ce qui les explique et sur lequel, du coup, vous avez envie d'agir aujourd'hui et qui est un des points d'action de l'AFP aujourd'hui? Parfois, les journalistes, donc, dans tous les bureaux, on a des journalistes locaux du pays qui vivent... C'est-à-dire, quand on est à Paris, on connaît bien ce que c'est l'AFP, on a accès à tous les outils. Quand on est en région et dans un petit pays en région, c'est beaucoup plus difficile. Les journalistes travaillent dans un bureau, font du texte, de la photo, de l'infographie, mais il n'y a pas toujours l'information pour pouvoir de savoir à quoi ils peuvent aspirer, à quel poste ils peuvent aspirer. Donc là aussi, il faut qu'on fasse un travail de formation et d'information parce que ils ont moins d'accès à l'information dans le fait de pas... Comment on peut dire donc ces journalistes n'ont pas toutes les clés de compréhension de comment fonctionne l'AFP. Donc un journaliste à Colombo ne sait pas qu'il peut être aussi candidat à un poste à Dakar ou à Washington ou à Bruxelles. Donc ils ont toujours vu, ils sont dans des bureaux, ils font le poste de journalisme et souvent les managers, les chefs de bureau, les chefs de rédaction viennent de l'extérieur et ne pensent pas qu'eux aussi ils peuvent accéder. Et parfois, ça crée des frustrations et des talents qui qui partent de l'AFP. Donc tous ces talents, il faut les garder, il faut les donner tous les codes pour qu'ils sachent à quoi ils peuvent aspirer, à quoi ils veulent arriver, leur donner aussi des formations pour qu'ils puissent accéder là où ils veulent arriver, pour qu'ils puissent changer de région. Ça peut être des formations en langue, ça peut être des formations en d'autres métiers, ça peut être du fact-checking, ça peut être du journalisme de données, mais il faut leur donner un accès aux formations qu'ils veulent pour qu'ils puissent avoir de la mobilité, tant en géographique comme dans les échelons. C'est intéressant, ça pose la question des codes et des réseaux, autant en interne que pour accéder aussi à ces professions. Peut-être que Maxime Derrida, au-delà de la question de qui produit l'information et qui la fabrique, il y a celle de qui est invité à participer à sa fabrique en tant que témoin, en tant qu'expert, en tant que ressource. Et donc ça, c'est la critique permanente, hein, vous le disiez aussi, illustrée par on est devant sa télé et on se dit mais non, il ne me représente pas ou il ne connaît pas de quoi il parle ou pas assez bien, etc. Et donc là, vous avez monté l'annuaire des quartiers, un outil de facilitation, je ne sais pas si on le voit toujours, entre habitants des quartiers populaires. Donc vous y travaillez depuis 3 ans. Là, quand on parle de quartier populaire, c'est une structure administrative, hein, c'est une notion administrative qui regroupe plus de 1500, je crois à peu près 1500, ce qu'on appelle les QPV, quartiers prioritaires de la ville, donc répertoriés en France métropolitaine et en France hexagonale et dans les Outre-mer. Donc pourquoi BFM s'est-il emparé donc, de cet enjeu-là? Comment
ans. Et après 6 mois de test, parce que vous l'avez lancé pour le moment en bêta-test, c'était depuis juin, je crois, un lancement officiel en octobre, comment atteindre cette ambition de rééquilibrer la relation média-citoyen? Alors, là encore, je fais 3 questions. Oui. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a eu un plan Borloo pour les quartiers. Le plan a été un peu enterré, certaines mesures ont survécu, mais surtout au moment où... On entend bien non, on n'entend pas. Pardon. Mieux bon. Au moment où Borloo travaille à son plan, il y a toute une série de tables rondes qui avaient été organisées autour, dont une sur l'image des quartiers, qui était une réflexion ancienne, Jérôme Bouvier peut en témoigner, mais qui n'a donné sur des échanges qu'à peu près à ce moment-là. Et donc étaient réunis autour de la table le CSA, des élus, des représentants de différents médias, et puis devant cette sorte de tribunal passaient différents médias qui avaient été invités. BFM TV avait été invité à participer à cette table ronde parce qu'il y avait eu un constat qui était que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc les 1514, BFM TV était le principal média national consommé. Et donc, il y avait un intérêt à nous inviter, nous y sommes allés. Et il y avait toute une série de questions préparatoires. Je vous passe les questions habituelles de est-ce que vous pensez que vous maltraitez l'image des quartiers? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose? Et puis, à la toute fin du questionnaire, il y avait une question sur est-ce que vous pensez qu'il manque dans l'exercice de votre travail dans les quartiers prioritaires un outil, ou est-ce que quelque chose peut être imaginé pour faire mieux? Et nous avons réfléchi à cette question et nous sommes arrivés à cet échange avec un projet d'annuaire en disant ce qui nous serait utile, ce serait un annuaire sur le modèle de ce qui était en train de s'installer dans les rédactions avec l'annuaire des expertes qui devait répondre à une question qui pour le coup n'a rien à voir mais qui pose aussi cette question de représentativité et d'image qui était le constat fait par le CSA de l'absence totale de femmes expertes sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Donc l'annuaire des expertes, c'était ça. C'était juste un outil mis à disposition des rédactions, gratuit, qui propose des pistes, qui ne propose pas des pistes validées ou imposées, mais qui dit simplement aux rédactions, voilà, vous avez une ressource, utilisez-la si vous le voulez. Le constat que nous avions fait, puisque nous sommes utilisateurs de l'annuaire des expertes, c'est que mécaniquement, par la mise à disposition de cet outil, la proportion des femmes expertes à la télévision et à la radio a évolué. Alors, c'est un frémissement, mais dans les études qui sont rendues chaque année par le CSA sur la parité, c'est un frémissement qui a des effets de plus en plus importants. Aujourd'hui, on l'a vu avec les scandales qui ont été liés à la une du Parisien sur Le Monde de demain, où apparemment Le Monde de demain n'était que des mecs. En fait, il n'a pas fallu plus de 2 minutes avant que tout de suite le public ne s'empare de cette question. Donc, la mise à disposition d'un outil peut permettre de résoudre des questions de fond dans les rédactions. Et donc, nous sommes arrivés, nous avons parlé de ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être un annuaire. Il se trouve que c'est un point qui avait été discuté lors des précédents échanges de ce groupe de travail. Et des élus de l'association Ville et Banlieue sont revenus vers nous et nous avons décidé de commencer à travailler sur cette question-là en nous disant, et là je réponds à ta première question, pourquoi BFM ? Parce qu'en fait, nous n'allions pas forcément attendre que quelqu'un d'autre le fasse, puisque ça ne bougeait pas. Et puis parce que nous avons une force de frappe, et puis parce que, au fond, c'est ce qui est le plus éloigné de l'image que l'on rendait. Donc, pourquoi nous ? Parce que le fait qu'il y ait une marque comme BFM TV sur un outil dédié au quartier, c'était la meilleure façon de le mettre en valeur. Ensuite, ça a été long. 3 ans entre l'idée initiale et la parution de l'outil. Ça a été long parce qu'il fallait réfléchir à comment le faire. Il fallait mettre en place tout un tas de règles pour à la fois protéger le public concerné, pour ne pas s'imposer comme étant une sorte il ne fallait pas qu'on donne l'impression de venir remplacer le travail des journalistes, il fallait que ce soit un outil collégial, il fallait que ce soit un outil gratuit, ce qui posait la question du financement, et il fallait ensuite le créer sous une forme utile. Et le site internet que l'on voit là, puisque c'est sous la forme d'un site qui est utilisable à la fois sur smartphone et sur PC, est en fait quelque chose qui paraît extrêmement simple, mais qui a été extrêmement complexe à mettre en œuvre. Alors, pour le coup, j'ai eu une chance inouïe qui a été d'avoir été dans la même promotion d'école de journalisme que Clément Vogt, qui est ici, qui est animateur de l'association, qui est un des pionniers du data journalisme,
puisqu'en fait c'est de la data. Il y a un annuaire, il y a des données INSEE, il y a tout un tas de choses qui viennent s'imbriquer, avec quelques contraintes posées par le RGPD qui nous imposent d'avoir un site qui garantisse toutes les questions de sécurité. À la fin de la journée, c'est juste un outil. C'est simplement une ressource. Voilà. C'est une ressource qui a vocation à grandir, qui est gérée par une association qui est externe à BFM TV, association dont ne peuvent être membres que des rédactions de presse, avec l'idée que, en fait, dès qu'il y a plus de 3 rédactions de presse demain qui nous rejoignent, c'est un outil collégial dans lequel BFM TV n'a que le rôle de cofondateur initial, mais n'a plus de contrôle sur le contenu. Les quartiers prioritaires, c'est 1514 quartiers dans tout le territoire français, équitablement répartis sur le territoire. Et pour le coup, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle on a mis des données INSEE pour donner un portrait des quartiers prioritaires qui est pour le coup accessible sans la partie annuaire, c'est qu'on n'est pas du tout dans la notion de banlieue. On n'est pas du tout dans ce qui représente habituellement l'idée des quartiers. Les quartiers prioritaires, ce sont autant de grands ensembles en banlieue de grandes agglomérations que des centres-villes dans le sud de la France, que beaucoup de villes en Outre-mer. Ce sont des territoires qui ont en commun non pas une image unique, mais des difficultés économiques, des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés liées à la distance avec les services publics. Donc ce sont en fait des territoires qui ont été identifiés par l'État comme étant des territoires où l'action de l'État doit être prioritaire. Et donc c'est aussi pour permettre une meilleure connaissance de ce que sont les quartiers prioritaires que nous avons créé cet outil sous la forme de l'annuaire d'un côté, qui n'est accessible qu'aux journalistes qui s'accréditent, et de l'autre côté, toutes les données INSEE que vous voyez là. Alors, l'INSEE fait un énorme travail, mais toutes les données ne sont pas encore disponibles. Nous les ajoutons au fur et à mesure de leur parution et de leur mise à jour pour donner une idée de voilà ce que sont tel et tel quartier, voilà quelles sont leurs limites géographiques, voilà quelle est la répartition des habitants, et puis des critères plus positifs, ou en tout cas qui permettent une approche un peu différente de la façon dont on considère les quartiers, c'est-à-dire que nous ne mettons pas de stats liés à la délinquance ou à des questions de sécurité. Il y a au contraire des questions qui ont trait à la création d'entreprises, parce que ce sont des territoires extrêmement dynamiques. Donc tout ce qui permet aux journalistes curieux ou aux simples internautes curieux de s'approprier un peu mieux la question des quartiers. Alors justement, comment agir sur cette curiosité? Parce que quand tu dis, certes c'est un outil qui n'existait pas, mais depuis 2005, on le voit, les initiatives se sont quand même multipliées pour à la fois questionner, interpeller, remettre en cause la couverture des quartiers populaires en France. Il y a eu la création de médias, il y a eu des initiatives comme Périphérie sur Inter qui n'existent plus. On en a discuté, des journalistes spécialisés qui n'existent plus dans les rédactions. Comment cet outil va justement peut-être redynamiser l'intérêt pour rééquilibrer cette relation-là? Alors, ce n'est pas un outil qui est conçu pour les spécialistes de la politique de la ville. Les journalistes qui sont experts, qui ont des réseaux, les localiers qui connaissent très bien leur territoire, cet outil ne va pas nécessairement leur apporter quelque chose en plus. Mais quand on voit le mouvement vers lequel vont les rédactions nationales, qui est justement la déspécialisation des journalistes, on ne récompense plus aujourd'hui l'expertise de la même façon qu'hier. Cet outil permet aux journalistes généralistes, d'infogénés, de pouvoir mieux comprendre les sujets, de pouvoir générer des idées de sujets nouveaux. Là, je crois qu'on a sur le site une présentation rapide, mais l'idée, c'est de provoquer une émergence des récits, de rendre la parole aux habitants et aux acteurs des quartiers, donc que l'on arrête la prise de distance très intense qui a été prise par beaucoup de rédactions pour aller au plus près des habitants, pour casser ce réflexe de on parle de nous sans nous, et puis pour faire émerger des idées de sujets nouveaux où dans les échanges que l'on a eus très nombreux avec le ministère de la Cohésion des Territoires, avec la NCT, avec tous les acteurs qui nous ont accompagnés, on s'était dit que le succès d'un annuaire comme celui-là, ce serait le moment où, pour des marronniers, on irait traiter ces marronniers dans les quartiers. C'est-à-dire des sujets que les rédactions ont l'habitude de faire un peu en bas de chez elles. Donc pour nous, c'était beaucoup le 15e arrondissement de Paris. De pouvoir traiter ces marronniers avec des publics beaucoup plus diversifiés, et pourquoi pas justement dans les quartiers prioritaires qui regroupent quand même, on parle de quasiment 10 millions de personnes. Donc c'est quasiment un septième de la population française.
le fait qu'ils ne soient pas représentés de façon équitable dans notre traitement, c'est signe qu'il y a eu une trop grande distance de prise. Et peut-être les chiffres que de cet annuaire, même si je sais qu'il n'est pas lancé officiellement, mais déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu juger du bouillonnement ou de l'attente, peut-être? Le site a été mis en ligne en juin. On est encore en phase dite de bêta-test parce qu'on teste encore plein de mécanismes différents. Là, par exemple, le zoom sur le site. On va avoir un lancement officiel en octobre-novembre, mais dès aujourd'hui, les journalistes peuvent déjà s'inscrire. Il y a déjà 208 contacts qui se sont inscrits. On va avoir un principe de transparence puisque ce sont des datas, donc ça va nous servir aussi à nourrir la réflexion. Le journaliste qui s'inscrit et qui accède à l'annuaire aura un portrait de qui est contact. Combien d'hommes, combien de femmes, quelle répartition territoriale, quelle est la cartographie des personnes qui se sont inscrites pour parler de ce qui se passe chez elles ou à côté de chez elles. Très bien. Riyad, donc là, là, on a parlé plutôt dans les rédactions, comment aller avoir accès, mieux travailler dans les rédactions existantes. Donc vous avez créé un média, donc Friction, avec l'enjeu de mobiliser un pluralisme de voix, en tout cas sur les 5 continents. À partir de quel état des lieux vous vous êtes lancé, et donc pourquoi on se lance aujourd'hui dans la création d'un média, et puis justement après avoir fait le parcours que je rappelais aussi en introduction, justement de préparation aux écoles, etc. aussi. Pareil, 3 questions dans la question. Toujours. C'est compliqué, quel état des lieux. Souvent, quand on me demande de résumer un petit peu la ligne éditoriale de Friction, quand je vais la faire très rapidement, je dis qu'on veut raconter les grands sujets de société mondiaux à travers des voix intimes. C'est très vague, alors qu'en vrai, au départ, c'est des longues conversations qu'on a eues au moment où on l'a fondé. Je dis on parce qu'on est 2 cofondateurs, donc mon grand frère et moi. On a fondé ça en famille. Mais en fait, on est parti d'un constat assez simple. C'est qu'aujourd'hui, les sujets de conversation sont devenus mondiaux, sont devenus globaux. Ça dépasse complètement les frontières quand on parle d'écologie, quand on parle de féminisme, quand on parle de lutte contre les inégalités. Tous ces sujets-là, on ne s'arrête plus seulement à une ville ou un pays ou même un continent. Ça dépasse toutes les frontières. Par contre, ce qui change en fait, c'est la perception qu'on a de ces sujets-là, selon le lieu où on se trouve, selon la ville ou le pays où on se trouve. Moi, je donne un exemple concret à chaque fois pour essayer d'illustrer ça. À l'époque d'ailleurs, tu as commencé à en parler, la crise des Gilets jaunes. Moi, je travaillais à BFM. J'étais reporter pour BFM Paris, mais quand on travaillait à BFM Paris, on travaillait aussi pour BFM TV. Et voilà. Et à BFM, on a pris plusieurs semaines. Je parle sous ton... Tu diras si j'ai raison ou pas. On a pris plusieurs semaines à comprendre un petit peu déjà l'ampleur du mouvement et à réaliser un petit peu l'ampleur du mouvement, à quel point ça allait prendre une ampleur assez incroyable pendant plusieurs mois, mais déjà au départ même à comprendre un petit peu les revendications et à comprendre pourquoi est-ce que les gens étaient en colère. Pour rappel, au départ, les Gilets jaunes, ça vient de tout au début, après ça a changé, ça s'est transformé, mais tout au début, le point de départ, c'est la hausse du prix de l'essence. Et dans la rédaction parisienne, où avec principalement des profils très parisiens, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris parce que la voiture à Paris, on n'utilise pas, parce que justement, tous les jours, on nous répète qu'il faut de moins en moins utiliser la voiture, que les grandes villes et la ville de Paris font en sorte d'encourager les gens à moins utiliser la voiture, de passer par le transport en commun, passer par les vélos, les pistes cyclables qui se font, etc. Et en fait, du coup, on ne comprenait pas comment est-ce que les gens pouvaient se mettre en colère quand le prix de l'essence augmentait. Alors qu'en vrai, en fait, c'est super simple à comprendre. Enfin, c'est super simple. Quand on va en région, souvent, pour se rendre au travail, le seul moyen de locomotion, c'est la voiture. Forcément, si le prix augmente, c'est ton pouvoir d'achat à la fin du mois qui est complètement raboté. Bref. Et ça a été pour moi, quand j'étais reporter là-bas, ça a été un constat assez cruel. Et c'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on voulait essayer de raconter quand on a lancé Friction, j'allais dire documenter un petit peu ces différentes perceptions selon les lieux où on est, etc. Et concrètement, sur la forme, ça prend en fait Friction, on a des séries sur le site qu'on appelle No Friction. On le voit en ligne, du coup. Génial. Incroyable. Donc voilà, des séries avec à chaque fois un thème fort pour chaque série, clairement un petit peu inspiré de ce que fait Les Jours avec leurs obsessions. Et dans chacun de ces thèmes forts, on essaie de confronter un petit peu les points de vue, de partager un petit peu ces fameuses perceptions dont je parlais, en essayant à chaque fois d'aller chercher et de trouver des témoignages et des sujets, etc., qui viennent vraiment des lieux, des perspectives très locales. Sur la forme, du coup, ça va être des
des reportages, ça va être des podcasts, ça va être de la fiction aussi. On fait pas mal de fiction. Et avec à chaque fois, en essayant de porter le plus possible ces voix intimes. Donc, c'est un travail assez laborieux et assez fastidieux. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu un travail de PQR, mais à l'échelle mondiale, parce que du coup, il faut trouver un petit peu ces voix locales, mais un petit peu partout dans le monde, et c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà l'état des lieux depuis lequel on est parti. J'ai oublié ta deuxième question. Non, pourquoi on se lance du coup justement, donc tu l'as un petit peu dit, il y avait des limites que tu voyais toi à ton exercice de journaliste dans des rédactions existantes, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter sur pourquoi on se lance à créer un média dans le contexte actuel, parce qu'en plus on sait l'économie des médias, etc. Justement, déjà il y a un côté très pragmatique, c'est qu'en fait ça recrute pas, donc à partir du moment où ça recrute pas, il faut essayer de trouver une façon pour faire ce qu'on veut. Je sortais de 1 an de travail à BFM, qui est une très bonne école, et vraiment je m'y suis plu, ça a été plein de bonnes choses, mais au bout d'1 an, voilà, j'ai aussi fatigué, l'actu chaude au bout d'un moment, j'ai vu le bout en fait. Et puis un truc presque plus simple aussi, c'est en fait si le média pour lequel tu as envie de travailler n'existe pas, presque, crée-le. Alors dit comme ça paraît un petit peu présomptueux et un peu facile, mais en tout cas c'était ce qu'on s'était dit. En fait, on a réfléchi avec mon frère à quel média nous on aimerait lire, à quel média nous on aimerait consommer, qu'est-ce qui nous ressemble aussi. On parlait de diversité, en fait c'est comment dire, nous donc on est issus de la diversité, moi je viens d'un quartier très populaire, je suis d'origine franco-maghrébin, et donc c'est des sujets forcément qui me sont chers, mais au moment où on a créé ce média-là, c'est pas que, je pensais pas forcément à ça, ou je me disais pas que moi je venais de ça, mais en fait je me suis rendu compte que parce que c'est dans mon ADN, ça s'est transposé directement dans l'ADN de Friction, en fait, tout simplement. Et donc voilà, en fait, on a créé le média qu'on avait envie nous de consommer, et voilà. Peut-être un exemple justement de série où les points de vue se racontent et puis se dialoguent, parce qu'il y a cette notion en effet de conversation mondiale. On a en gros 4 séries phares actuelles qu'on sort. Sur le rythme, on sort une série par mois. On est sur du texte principalement du texte assez long, donc c'est des reportages qui font en moyenne 10 000 signes. Tout en accès libre, je crois que c'est pas courant maintenant d'avoir accès à des reportages de qualité assez longs sans payer. On a une série par exemple qui parle des identités. Comme je dis, à chaque fois c'est des thèmes forts mais larges. C'est ensuite quand on rentre dans la série, on trouve des angles, des portes d'entrée pour raconter cette histoire-là. On a une série qui parle du travail et comment est-ce qu'aujourd'hui le travail sa place dans nos vies a changé et est en train de se modifier. Avec le Covid, même nos façons de travailler ont complètement changé. On a une série sur les révolutions au sens large, tout ce qui est les gilets jaunes, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait rentrer dedans. On a parlé évidemment des révolutions au Liban qui ont lieu l'année dernière. On a une série qui parle d'amour et comment est-ce qu'en 2020-2021 se vit l'amour et comment est-ce que ça a changé, notamment avec les outils numériques, mais pas que, en 10, 15, 20 ans. Et à chaque fois, on essaie en fait on raconte ces sujets-là pour porter ces voix intimes. On demande à nos auteurs, on demande à nos journalistes de raconter ces histoires-là en les incarnant à la première personne, même pour nos reportages, ce qui n'est pas toujours courant non plus, parce qu'en fait, on estime que on est sur des textes pas toujours accessibles, assez longs, parfois assez exigeants, sur des thèmes qui ne sont pas toujours évidents. En fait, on essaie de raconter des histoires le plus possible, et on demande à nos auteurs et à journalistes de faire cet effort-là, de venir avec un angle, avec une histoire, des informations, mais surtout avec une histoire, une trame narrative qui fait que les gens vont lire du début à la fin un truc de 10 000 signes, quoi. Et donc avec des contributeurs, on le disait, on pourra en reparler en plusieurs langues, puisque vous faites aussi un gros travail de traduction avec des contributeurs d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, du continent africain. Le site est entièrement en français et en anglais. C'était un pari qu'on a fait dès le début. Et du coup, c'est un énorme travail de traduction, parce qu'il faut tout traduire tout le temps. Mais oui, à partir du moment où on fait le constat de les perceptions changent selon les pays et les villes où on est, il faut qu'on donne à voir et à entendre directement via la voix et l'œil des gens qui sont dans ces lieux-là et qui le racontent. Donc ça veut dire un travail de trouver ces voix-là, en fait. Donc effectivement, on a des auteurs qui viennent des États-Unis, des auteurs qui viennent d'un peu partout en Europe, des auteurs qui viennent d'Afrique et d'Amérique latine. Un petit peu d'Asie, pas assez à mon goût. On aimerait avoir plus encore, mais voilà, c'est un travail, c'est pas évident. On n'a pas des moyens énormes non plus. Donc, ouais. Et donc on peut signifier que là vous êtes en lice pour le Paris Podcast Festival aussi. Donc merci de le signifier. De 2 ans d'existence, c'est important de le préciser. Alors j'ai encore plein d'autres questions, mais peut-être déjà laisser les questions à la salle,
si vous avez des questions. Ouais, c'est toujours la première la plus dure. Oui. Voilà, une question sur le recrutement. Il n'y a pas longtemps, j'étais sollicitée par une journaliste qui est d'origine étrangère, qui a un petit accent, qui a beaucoup d'expérience dans son domaine. Et elle me racontait qu'elle sortait d'un entretien d'embauche et on lui a tout de suite demandé sa nationalité. Est-ce qu'elle est musulmane ? En plus, elle est femme. Est-ce qu'elle a des enfants ? Enfin, la totale. Tout ce qui est interdit. Elle ne s'est pas démontée. Elle a assumé, oui, je suis musulmane. Oui, je suis, voilà. Bon, elle n'a pas eu de suite, bien sûr. Et elle dit, c'est pas du tout, c'est commun, ce genre de questions. Elle est sur le point d'abandonner la profession. J'en ai ras-le-bol qu'on me pose cette question. Évidemment, je l'incite à dénoncer, à saisir l'inspecteur du travail, à se défendre, à saisir les élus dans l'entreprise pour dire c'est pas normal, ça doit être dénoncé. Il ne faut pas laisser faire. Mais concrètement, quel conseil on peut donner à des journalistes qui sont confrontés à ces problèmes du recrutement, quoi. Et ça rejoint un problème dans la profession qui est l'entre-soi, qui est le piston, pour le nommer. Il y a peu d'annonces, les offres d'emploi, elles passent par les copains, les réseaux des anciens. Comment on fait pour, à un moment donné, rentrer dans ces cercles ? Alors, est-ce qu'il faut jouer le jeu du piston et se dire, il faut aussi un peu de... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas qui veut répondre, sachant qu'il y avait des chiffres qui étaient sortis que je crois que c'est un peu plus de 25% des titulaires de cartes de presse viennent d'école et qu'ils ont reçu et je crois qu'il y a une quarantaine, 37 ou 40% qui ont eu leur premier poste grâce au réseau des anciens. Donc en effet, à la fois tous les journalistes qui ont un carte de presse n'ont pas fait d'école, mais en tout cas la place du réseau est importante. Oui. Qui veut répondre peut-être ? Je vais peut-être tenter une première réponse et puis mes camarades compléteront. C'est vrai que je suis frappé, moi, en particulier depuis, disons, 2 ans. C'est peut-être un effet justement du mouvement des Gilets jaunes, de Black Lives Matter, etc. Je suis frappé par ce qui ressemble à une sorte de conscience, une meilleure prise en compte des patrons de médias, en particulier, de cette question de la diversité du recrutement. Et nous, par exemple, à la chance, nous recevons aujourd'hui des coups de fil de patrons de médias qui nous demandent, parfois explicitement, parfois moins explicitement, de les aider à diversifier leur recrutement. Donc, au niveau des patrons de médias, en tout cas de certains patrons de certains médias, il y a quelque chose qui ressemble, encore une fois, à une prise de conscience et qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qui s'est produit après les manifestations violentes de 2005. Pour autant, il faut bien voir que la réalité du pouvoir dans de nombreuses entreprises, elle est au niveau du management. La réalité du pouvoir, elle est au niveau des rédacteurs en chef, des chefs de service, qui reçoivent les demandes de stage, qui reçoivent les demandes de CDD, qui mènent les entretiens comme celui que vous évoquiez à l'instant. Et les rédacteurs en chef, les chefs de service, d'une part, n'ont pas toujours été sensibilisés par les DRH des différentes entreprises à l'importance de cette question et à tout l'intérêt qu'il y avait à ouvrir plus grandes les portes et les fenêtres de leur entreprise à des profils réputés atypiques, même si les profils en question sont en réalité beaucoup plus typiques de la société dans son ensemble, qu'ils sont atypiques dans le contexte tout particulier du journalisme. Donc il y a cette question-là, et
Et je dirais aussi qu'il y a, on a affaire à une profession qui se précarise d'une manière générale, et ces chefs de service, ces rédacteurs en chef sont invités à travailler plus en gagnant autant ou moins qu'autrefois, et en tout cas avec des moyens qui souvent ont fondu comme neige au soleil ces dernières années. Et par conséquent, moi je peux vous en parler, j'ai longtemps été rédacteur en chef du service étranger. Quand vous recevez 2 CV et qu'il y en a un d'un ou d'une candidate qui est passé par Sciences Po, par exemple, bien sûr que ça vous rassure. Ça vous rassure, c'est pas bien, hein, mais ça vous rassure parce que vous pensez que ce candidat ou cette candidate va être immédiatement plus opérationnel, a priori, qu'une autre candidate. Donc il y a là une difficulté qui est propre, encore une fois, au management, on va dire, au management intermédiaire des entreprises, et qui est tout bêtement le reflet, me semble-t-il, de mots plus généraux qui touchent la société française et qui relèvent d'un certain conservatisme, de l'habitus, de vieilles habitudes et qui entretiennent, encore une fois, l'entre-soi. En réponse directe à votre question de quel conseil, dans ce cas précis, avant même les élus, avant même juste la direction de la personne concernée, parce que ce que vous citez est un cas qui s'apparente à une faute grave, donc ça donne sur un licenciement direct. C'est mon premier conseil, en fait. Il y a des personnes qui sont malveillantes dans leur recrutement, clairement. Les questions que vous citez ne sont pas des maladresses. Ça ne relève pas d'une absence de formation, ça représente une absence de savoir-vivre, une absence de connaissance du droit, et juste ces personnes-là ne doivent pas être en position de recruter qui que ce soit dans des rédactions. Ça, c'est ma réponse avec ma casquette responsable des Honto. En plus de ça, à l'heure où on réfléchit beaucoup à des questions de recrutement, là, cette année, la grande thématique pour nous, c'est le recrutement de personnes en situation de handicap, parce que c'est un énorme manque de diversité dans les rédactions. On se rend bien compte qu'il y a un défaut qui a été pris par notamment les grands groupes sur ces questions de recrutement. Parce que ça vient d'un défaut, d'un péché originel qui est en fait aussi une façon de protéger les rédactions. Donc il faut trouver le point d'équilibre. Aujourd'hui, dans les rédactions, le recrutement des journalistes est à la charge des secrétaires généraux qui sont eux-mêmes journalistes. C'est une garantie, et ça a toujours été une garantie d'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire. C'est-à-dire que le recrutement n'est pas le fait des DRH, c'est le fait des journalistes qui se recrutent entre eux, avec le risque que l'on connaît de l'entre-soi, donc on reproduit ce que l'on connaît, et avec le risque évidemment que ce recrutement soit entre les mains de personnes qui ne sont pas formées. Dans le cadre du groupe dont je fais partie, Next Radio TV, nous avons eu une crise de croissance terrible, puisque le groupe a été créé en fait en 2001 avec le rachat d'RMC, et puis ensuite très rapidement il y a eu la création de BFM TV. C'était un groupe qui comptait très peu de monde au départ et qui ensuite s'est retrouvé du jour au lendemain à représenter 500, 600, 800 et ensuite 1000, 1200 personnes. Et pendant toute la première phase de croissance de l'entreprise, il n'y avait pas de DRH. Il n'y avait que les secrétaires généraux de rédaction et donc il n'y avait pas de cadre. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui se retrouve à passer tous les managers qui recrutent à la moulinette de formation de management en urgence, pour leur apprendre non seulement les clés dont ils ont besoin pour gérer leurs équipes au quotidien, où là aussi il y a un défaut, comment exprimer la reconnaissance, comment accompagner la progression dans l'entreprise, comment favoriser la mobilité interne. Toutes ces questions-là, on les a découvertes sur le tard. Mais il y a aussi le pendant il y a des pommes pourries à évacuer, clairement. J'ai un exemple à citer, qui était une anecdote assez malheureuse d'une journaliste très talentueuse que j'avais rencontré et qui m'avait dit, j'avais postulé à l'époque pour aller chez vous, et qui me raconte son entretien et la raison pour laquelle elle n'a pas été recrutée. La question qui lui avait été posée, c'était mais pourquoi est-ce que vous voulez travailler? Alors je voudrais travailler chez vous parce que... Non, pourquoi est-ce que vous voulez travailler? Elle était face à un misogyne profond, dont la première question était, j'ai une femme en face de moi, en fait la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas à la maison? Bon, depuis, cette personne est partie pour des raisons
heureusement, ça a été, voilà, ce genre d'élément a participé très grandement à son départ. Mais c'est signe que ces informations ne remontent pas. Les candidats qui ont un problème dans leur entretien de recrutement, ce sont des infos qui ne remontent pas à la hiérarchie concernée. Et donc, il y aurait eu beaucoup plus de réactions s'il y avait eu beaucoup plus de témoignages. Derrière, il y a ces questions de formation et comment lutter contre l'entre-soi. Ça passe aussi par les échanges, par les retours, par la formation, en fait, en interne, beaucoup. Mon expérience personnelle est complètement à l'opposé de ces questions, puisque j'ai un peu vu de la lumière et je suis rentré. BFM TV m'a recruté en 2007, donc ça fait 15 ans que je suis dans la lessiveuse. J'ai été recruté non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'assistant de production, avec pour seule compétence reconnue, il sait utiliser Excel. C'était au moment où BFM TV devait répondre à la question du décompte du temps de parole, qui était une question nouvelle pour eux, à l'approche de la présidentielle. Et donc j'ai été recruté parce que je savais faire des calculs sur Excel. Voilà, ça s'arrête là. Mon entretien d'embauche, à l'époque, avait été « Vous savez utiliser l'Excel ? Oui. Vous connaissez la question des temps de parole ? Non. Nous non plus. Vous êtes embauchés. » Et après, j'ai eu énormément de chance parce que le secrétaire général de l'époque avait compris qu'il y avait une piste très importante pour le développement des rédactions par le biais des contrats pro et des contrats d'apprentissage. Et le CFJ, à l'époque, lui proposait une place dans la deuxième promotion entièrement recrutée en apprentissage du CFJ, deuxième et dernière, puisque l'expérience a été tellement concluante que le CFJ a arrêté de recruter séparément les apprentis et les a intégrés dans la formation initiale. Et donc nous étions 16 recrutés, dont Clément, qui est là, 16 recrutés entièrement sur dossier, sans autre chose qu'un simple entretien, sur la base de recommandations externes de personnes qui avaient vu quelque chose, une ambition, un talent, une idée. Et donc, c'était la promotion la plus dingue que le CFJ ait jamais eue de son histoire. On avait une apprentie qui était à l'AFP. On avait un apprenti qui avait été recruté à France 3 et qui, l'année dernière, a été finaliste au prix Albert Londres. On avait une Radio France et on était vraiment une bande de malades ultra représentatifs de toutes les diversités. Je crois qu'on avait 8 nationalités différentes sur les 16. Et ça a été tellement concluant qu'en fait, il fallait que ça soit fait différemment. Et donc, le CFJ a intégré l'apprentissage dans sa promotion initiale. Mais c'était juste de la chance. Dans mon cas, ça a juste été une chance dingue. Et qui m'amène maintenant à essayer de développer toutes ces questions en interne. Mais un peu comme Maxime, donc à l'AFP aussi, le recrutement des journalistes s'est toujours fait par la partie éditoriale et pas par la partie RH. Ça, c'est aussi un petit peu en train de changer. Donc, il y avait un RH à Paris, mais il n'y avait pas de RH en région. Maintenant, on a une personne qui s'occupe des RH et qui aide dans le recrutement dans toutes les régions. Donc, une professionnalisation de ça. Il y a aussi eu des formations pour les managers. Mais dans les journalistes, c'est vrai que c'est rare qu'on recrute une personne en CDI tout de suite. Donc la manière d'entrer, c'est par l'apprentissage et par les bourses. Ça, c'est les deux principaux moyens de recruter. Donc l'apprentissage qui peut être 1 ou 2 ans, c'est des personnes qui rentrent et qui ont la possibilité de tourner dans les différents services. Ils passent au texte, ils passent à la vidéo. Ils font du fact-checking, ils peuvent faire de la data. Et pendant ces 2 années, se forment. Et là, la plupart, d'ailleurs, sont intégrés après dans des postes en France ou à l'étranger. Et les bourses, c'est exactement la même chose. On choisit et donc, on a un partenariat avec la Chance. On est bienveillant par rapport parce qu'on fait une première sélection, on a trop de dossiers, on ne peut pas interviewer tout le monde, mais on regarde les boursiers, on regarde les profils un peu particuliers de personnes qui ne sortent pas des écoles reconnues forcément, et on leur donne une chance de tenter le concours de la bourse. Et cette année, je pense que dans la bourse, on a une chance et
Pardon, une chose, oui, quelqu'un de la chance. Dans les 11 apprentis qu'on a recrutés, il y a aussi 2 personnes de la chance et d'autres qui viennent par d'autres associations aussi de quartier. Donc on essaye de développer tout ça, mais en tout cas, jamais ça nous viendrait à l'idée de poser ce genre de questions. D'ailleurs, en France, on ne peut pas tenir de statistiques de rien, sauf... Mais est-ce que du coup, vous pourriez être appelé, vous, en tant que comité diversité, sur s'il y avait ce genre de cas, est-ce que vous pouvez être saisi, par exemple, là-dessus? Ou, alors, je sais que vous êtes tout jeune. Hein, donc je pense qu'on pourrait être saisi, mais moi, je pense que là, c'est plus une question de RH que de comité diversité. Ça, il n'y a pas de doute. C'est une faute grave et c'est complètement illégal. Donc, non, mais je veux dire un intermédiaire qui permet en effet, quand vous dites ça remonte pas, mais j'imagine qu'il y a plein de peurs ou de barrages, d'obstacles qui font que les choses, tu interpelles pas directement quand ça t'arrive la direction du média. Est-ce que vous êtes un intermédiaire plutôt pour accéder peut-être On pourrait faire, on s'est pas retrouvé avec cette question, mais on irait tout de suite voir les RH et leur dire que c'est pas possible. Je vais être très rapide. Pour moi, il y a 2 sujets dans ta question. Le sujet d'abord du réseau, où je suis complètement d'accord avec toi et j'avoue que j'ai pas de réponse. J'ai pas de solution et en vrai, ça n'a pas de sens. Normalement, les offres devraient être, comme pour tous les autres métiers du monde, disponibles pour tout le monde et tu postules si tu peux. Voilà. Et en vrai, ça marche beaucoup par réseau. Si tu connais le mec qui travaille dedans, etc. Ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord avec toi et c'est un truc qu'il faudrait changer. Et après, l'autre question, plus sur un entretien, quand on te pose des questions comme ça. Moi, c'est marrant parce que j'ai des expériences complètement différentes. Au contraire, moi j'ai fait donc mon premier entretien à BFM et avant ça j'ai fait un stage au New York Times, au bureau parisien du New York Times, et c'est quelque chose que moi je mettais en avant, le fait d'être franco-maghrébin, le fait de venir d'un quartier populaire, parce que je savais que c'était des profils que eux n'avaient pas dans leur rédaction, c'est des profils dont ils auraient potentiellement besoin et qui potentiellement pourraient les plaire. Et effectivement ça a fonctionné, effectivement je suis entré dans cette rédaction là et j'ai su après coup que c'était quelque chose qu'ils avaient plu. Donc je voyais ce que disait un petit peu Marc, j'ai l'impression, je ne sais pas sur quelle rédaction est tombé ton ami, visiblement pas les bonnes, au contraire, je pense que ce genre de table ronde, ce genre d'événement comme ça, en fait, a permis à plein de rédactions de prendre conscience un petit peu de la question. Et du coup, maintenant, au niveau des entretiens, ils font attention à ça. Et il n'y aura pas toujours, et ça cache d'autres formes de racisme quand tu rentres dedans, etc. Mais une forme de bienveillance. Et on a envie, en tout cas, parce qu'ils se sont rendus compte du problème, ils ont envie de le régler. Et du coup, ils ont envie de faire en sorte que leur rédaction soit plus diverse. Et désolé pour sa copine. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi ? Je vais raconter une anecdote qui date des émeutes en banlieue au début des années 2000. Dans une grande rédaction parisienne, la question à un moment donné s'est posée de savoir comment on allait traiter ça. Et la question qui a été posée en réunion de rédaction, ça a été de dire mais qui est-ce qui connaît ce lieu? Et ce lieu, c'était la banlieue nord. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de confrères qui n'avaient jamais franchi le périphérique. Alors évidemment, ça pose un problème qui est un problème qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est un problème de recrutement, bien sûr, de recrutement social, mais aussi de conception qu'on a du journaliste. Je crois qu'il faut aller plus loin que simplement l'origine sociale. C'est-à-dire que l'approche de l'information est une approche diverse en fonction des expériences de chacun. Et au fond, moi j'ai sévi dans des écoles de journalisme pendant longtemps et j'y sévis encore un peu. Et on a quand même tendance, de façon trop fréquente, à reproduire les mêmes schémas intellectuels dans l'enseignement, la même façon d'aborder l'information, en considérant d'ailleurs parfois qu'il n'y a pas d'autre façon possible, puisqu'il y a des règles de travail qui sont perpétuées de cette façon-là. Et donc il y a un problème qui est un problème de recrutement social et politique par rapport à l'information. Et je me demande si... Alors, je salue, moi, les expériences qui ont été faites de ce point de vue et l'attention qu'on porte à l'origine et notamment la chance que je découvre un peu, mais qui me paraît être sur une voie tout à fait intéressante, tout à fait riche. Mais c'est un vrai et gros travail en profondeur à faire. Et ça se reproduit pas seulement dans le journalisme, ça se reproduit aussi, à l'évidence, d'une façon générale, à l'université et partout.
Donc je me demande quels moyens il faut mettre en œuvre pour réussir à franchir ça, quel tabou il faut lever au fond, quelle espèce d'autocensure il faudrait essayer de vaincre pour y parvenir. Ça me paraît bien complexe, mais il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de travail à faire. Et peut-être pour rebondir à la question sur peut-être quel est votre regard justement sur la manière dont l'éducation aux médias, et l'éducation notamment populaire aux médias, peut aussi nourrir les journalistes peut-être. Et ça aussi je parle par expérience, qu'au finalement ça remet aussi un peu le journaliste, ça le refait voir un petit peu ses prérequis, ses acquis, de faire aussi ce travail-là, qui n'est pas que justement à destination d'un public, mais aussi à destination des journalistes peut-être. Je vais juste prendre une deuxième question avant que... Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas du tout du Sérail, étant pas du tout journaliste, mais de l'éducation nationale. Donc voilà, mais avec la casquette de référent départemental, égalité femmes-hommes et diversité. Donc on parle beaucoup de diversité, effectivement. On parle de moyens. Je pense qu'il faut éduquer aussi les gens. Et quand on parle effectivement de prise de conscience, ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts, malheureusement. Nous, on s'attache à former les cadres de l'éducation nationale, à prendre en charge, mais au niveau déjà des proviseurs et autres. Donc déjà, vous voyez, avant de descendre les couches, avant d'arriver déjà aux prises de conscience, même ne serait-ce que des élèves qui, eux, sont prêts sur la diversité, on n'a aucun doute là-dessus. On voit même au niveau de tout ce qui est non-genré ou autre, donc ils sont très ouverts. Par contre, effectivement, je pense que nous, à notre niveau d'adulte, on a encore beaucoup à faire, mais là, on a des outils. C'est ce qui s'appelle déjà des préjugés qui passent après aux discriminations. Savoir qu'en France, on a quand même 25 discriminations. Et là, on parle de diversité par rapport aux origines, mais on oublie aussi par rapport au handicap. Et quelquefois, le frein, il s'arrête déjà là, d'un point de vue physique, en se disant, bah oui, mais ça ne va pas être possible. Malheureusement, de ce préjugé, ça ne va pas être possible, on en fait une discrimination. Et on est quand même un des seuls pays où les autres pays de l'Europe, il faut savoir, ont 6 discriminations, nous on en a 25. Donc on est quand même déjà dans la bienveillance pour éviter tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'il va falloir former beaucoup de personnes, insister et par contre fonctionner par, je pense, compétences. Parce que quand on dit et se poser la question, est-ce qu'à égalité de compétences, je prends un homme, je prends une femme, ne serait-ce que déjà ça. Et puis après, en termes de diversité, mais pas se mettre de frein en disant bah oui, mais là j'ai pris un homme, maintenant je dois prendre une femme, et là je dois prendre de tel quartier. Mais vous voyez tout le cheminement, tout le cheminement qu'il y a à mettre en place, compliqué. Donc là, ça interpelle la formation finalement de la profession. Il y avait d'autres questions, prendre une et puis après. Bonjour, moi je fais mes études à Saint-Denis. J'habite maintenant à Montreuil. Du coup, je passe dans une école de journalisme. Et ma question, c'est un peu en lien avec Friction. C'est comment rester hors des sentiers battus, je veux dire, des grandes rédactions et tout, faire son chemin là-dedans si ça nous intéresse, sachant que le réseau à la fac, c'est le réseau à la fac, quoi. C'est compliqué, surtout à Saint-Denis. C'est voilà, comment faire son chemin là-dedans, un peu. En lien avec Friction, je veux dire. Oui, bonjour, moi c'était une question pour Maxime Daridan. J'avais pas bien compris si certaines rédactions autres que BFM TV avaient déjà s'étaient investies dans l'association ou pas. Voilà, c'était ce point-là. Très bien. Je peux répondre directement là-dessus et puis enchaîner sur la question qui a trait à la formation. Aujourd'hui, il y a 4 rédactions du groupe dont fait partie BFM TV qui sont membres, ainsi qu'une rédaction ultra locale qui est Mantes Actu. Le dossier est à l'étude dans d'autres rédactions. Je sais que j'ai sollicité France Télévisions et Radio France qui sont en train d'y réfléchir. D'autres rédactions sont en train d'y réfléchir, y compris en presse écrite. Mais je crois que pour l'instant, chacun attend que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Sachant que là, pour le coup, c'est simplement pour assurer la direction collégiale, le développement de l'outil et la pérennité financière pour ne pas dépendre des subventions. Parce que nous avons été subventionnés pour le lancement, la construction de l'outil. Le but du jeu, c'est que ce soit financé, autofinancé par les membres et que ça ne dépende plus de subventions qui doivent pouvoir aller vers de l'innovation et d'autres nouveaux projets. Ensuite, sur la question de la formation, je voulais juste rebondir sur un facteur commun qui est le sentiment d'illégitimité que beaucoup peuvent ressentir.
le journalisme est une vocation qui apparaît souvent tôt. C'est un peu comme Harry Potter. Et tout ce qui peut constituer des freins, des perceptions de discrimination vont venir nourrir ce sentiment d'illégitimité. Donc il y a tout un travail à faire, et nous commençons seulement à faire, mais d'autres groupes sont beaucoup plus en avance, je crois que l'AFP l'est, Radio France l'est, sur tout ce qui est éducation aux médias en direction des plus jeunes, par le biais des stages, par le biais d'initiatives comme Viens voir mon taf, comme la NCT est en train de monter une énorme initiative qui a été un peu stoppée net par la crise sanitaire, mais avec l'idée d'aller chercher les profils les plus jeunes pour les accompagner dans le métier, non pas sous la forme de mentorat, mais simplement pour leur dire voilà quels sont les points d'entrée pour le métier, voilà quels sont les préjugés que vous avez face à ces points d'entrée qui ne sont pas les bons, puisque les stats qui sont donnés chaque année par la commission de la carte montrent bien que ce n'est pas lié à Sciences Po, que ce n'est pas lié aux écoles de journalisme, que pour le coup le métier est en fait un exercice et que ça n'a rien à voir avec la formation. Voilà, tous ces sentiments et tous ces préjugés-là, il faut les combattre très tôt pour qu'ensuite tous les autres mécanismes d'accompagnement, dont notamment la chance, puissent s'enclencher assez logiquement pour amener un public de plus en plus diversifié vers la profession. C'est vrai du journalisme, c'est vrai de beaucoup d'autres professions. Si vous voulez rebondir, et aussi sur la formation et la question politique aussi que posait monsieur sur les changements d'imaginaire à l'endroit des journalistes aussi. Oui. Bon, à la chance aussi, en fait, on agit dans l'éducation aux médias, c'est-à-dire que une grande majorité de nos intervenants, donc dans des lycées, dans des collèges, mais aussi dans des maisons de quartier, et ces interventions, elles ont lieu, là aussi en grande majorité, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales isolées. Et donc, la grande majorité de nos intervenants, ce sont nos anciens bénéficiaires. Nos anciens étudiants, nos anciennes étudiantes qui peuvent arriver face à une classe et s'exprimer à la première personne du singulier en quelque sorte. Ils et elles ont moins de 30 ans et à partir du moment où ils peuvent arriver expliquer qu'ils sont peut-être passés par cet établissement, qu'ils parlent de leur parcours et ils expliquent qu'ils sont devenus journalistes, d'emblée, évidemment, ça dynamite le discours que l'on entend beaucoup et qui est parfois juste sur la profession de journaliste qui serait une profession réservée à l'élite, etc., etc. Donc on fait ça et on le fait notamment dans l'espoir de susciter des vocations, bien sûr, auprès parmi ces collégiens et ces lycéens. Pour revenir sur la formation, moi je suis britannique d'origine. Et je dois vous dire que ce contexte que nous décrivons là depuis le début, il est terriblement franco-français. Terriblement franco-français. Quand la BBC cherche à recruter, la BBC, c'est pas n'importe quoi comme entreprise, quand elle cherche à recruter de nouveaux journalistes, bien sûr qu'elle reçoit des candidatures d'étudiants d'Oxford, de Cambridge, etc. Mais elle les reçoit parce qu'elle a passé des pubs, parce qu'elle a tweeté les offres d'emploi, parce que la procédure est transparente, qu'elle est ouverte. Quand The Economist, le journal de l'élite influente, quand The Economist, cet hebdomadaire anglais, veut recruter des journalistes, il passe des pubs, y compris dans les pages de l'Économiste, et il précise bien que l'expérience journalistique, au fond, il s'en fiche un peu. Il cherche des candidats et des candidates qui sont curieux, qui sont motivés, qui auront d'emblée de bonnes idées de traitement, d'angle, etc. La particularité française, on peut s'en réjouir, mais on peut aussi regretter certains des effets secondaires. C'est l'émergence, encore une fois, de ces écoles. Alors, on ne va pas refaire le système français, mais pour faire juste un petit flashback historique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains estiment que la presse française s'est fourvoyée dès les années 20, dès les années 30, que la déontologie journalistique était trop mal connue au sein de la presse française, d'où l'idée de
créé, par exemple, une école qui s'appelle donc le CFJ, le Centre de formation des journalistes. Un peu à la fois, c'est constitué donc ces écoles qui, en France, sont devenues un passage non pas obligé, mais tout de même la voie royale, si on veut, pour accéder à la profession. Le problème, c'est que si vous êtes d'un milieu issu d'un milieu modeste, ça signifie donc que pour emprunter cette voie royale, vous devez passer par une école, ça va durer 2 ans. Vous devez, pendant ce temps-là, évidemment, vous ne gagnez pas votre vie. Cette école, pour vous laisser rentrer, elle va être très sensible au fait que vous avez fait auparavant, par exemple, des stages. Or, dans le monde réel, les entreprises offrent de plus en plus des stages qui durent, comme par hasard, 7 semaines, c'est-à-dire que ces stages ne sont pas rémunérés. On a énormément d'étudiants à la Chance qui nous expliquent qu'ils adoreraient faire des stages, mais que pendant ce temps-là, en réalité, ils doivent trouver un petit job dans la restauration, par exemple. Donc, la barrière bête et méchante de l'argent reste la première barrière pour accéder à cette profession. Et là, il y a une anomalie franco-française. J'ajoute que le système éducatif français est les mauvais jours, en tout cas, je le vois comme une machine à reproduire les élites existantes. C'est ce que nous disent les rapports de l'OCDE, les études, elles sont innombrables, l'Institut de Jean Jaurès, France Stratégie. Il y a un souci propre au système éducatif français, en ce sens que par rapport aux 37 pays comparables aux nôtres et qui sont membres de l'OCDE, notre pays est régulièrement classé, le système éducatif de notre pays est régulièrement classé soit dernier, soit avant-dernier, sur 37 pays. Dans ce domaine, c'est-à-dire on demande à un système éducatif en principe de faciliter la mobilité socio-culturelle, on va appeler ça comme ça. Or, en France, ce n'est pas le cas. En France, il faut statistiquement environ 6 générations pour quitter en quelque sorte sa classe sociale d'origine. Donc nous, médias, nous sommes un des points, au fond, un des lieux où ces anomalies franco-françaises sont les plus visibles, car il y a, nous le savons tous, notamment dans l'audiovisuel, mais pas seulement, un défaut d'incarnation de cette diversité de la société française, mais en réalité, on est un thermomètre. On est une sorte de thermomètre de mots beaucoup plus profonds et qui sont propres, encore une fois, à notre pays. Claudia, est-ce que vous vouliez réagir justement sur l'outil peut-être aussi de l'éducation aux médias pour changer un peu les mentalités, à la fois redonner la confiance, mais aussi du côté des journalistes, peut-être faire bouger certaines certitudes. Nous, on fait aussi de l'éducation aux médias, donc avec Entre les lignes surtout. Donc on a plein de journalistes volontaires qui vont dans les écoles expliquer, animer les gens à vraiment poursuivre leur rêve d'être journaliste. Et ça peut changer des choses. Je suis très d'accord avec Marc sur les stages. Les stages, c'est essentiel que ces stages soient rémunérés. Parce que s'ils ne sont pas rémunérés, il n'y a en fait que les enfants de riches qui peuvent faire des stages, qui peuvent se permettre de faire des stages. Et tout le reste de la population est complètement écarté. On a annoncé hier une bourse, Michel Léridon, qui était notre ancienne directrice de la rédaction et qui était dernièrement, son dernier emploi était au CSA. Donc c'est une bourse qui va être pour un étudiant, une personne qui est passée par la prépa de la Chance et qui n'a pas pu accéder à une des grandes écoles. Donc c'est aussi trouver un autre profil. Cette personne aura un contrat à l'AFP et sera rémunérée en plus, aura une bourse pour pouvoir se loger, pour pouvoir
pour pouvoir vivre. Donc c'est des initiatives comme ça qu'il faut poursuivre un peu partout pour pour essayer de finir avec cette uniformisation des profils des étudiants de journalisme. Moi, je suis pas britannique, mais je suis espagnole. Et c'est vrai que le système français n'est pas non plus en Espagne, même s'il y a encore moins de... La profession est encore plus précaire qu'en France, mais ce système d'école est quand même très particulier à ce pays. Riyad, peut-être sur la question de comment on monte un média concrètement et comment on a accès finalement aussi à des réseaux. Et puis il y aura une dernière question. Tu demandais aussi comment on faisait pour faire ça hors des sentiers battus. C'est pas évident. Tu le disais, Marc, la voie royale, c'est les écoles reconnues par la profession. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait 15 façons d'être journaliste. Maintenant, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Ça passe aussi peut-être par créer nos propres boîtes, nos propres entreprises, créer nos propres trucs. J'ai l'impression d'être Macron en disant ça. Des startups, tout ça, c'est génial. Non, mais en vrai, en tout cas, nous, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a créé notre média et du coup qu'on a créé notre propre boîte. C'est justement parce que dans les sentiers battus, c'était un petit peu plus compliqué pour des gens comme nous, et du coup on crée nos propres trucs, et c'est quelque chose que je vois en dehors des médias, en dehors des journalistes. Moi, dans le quartier d'où je viens, tous mes amis en fait qui voulaient faire plein de trucs, où ils se sont rendus compte que c'était extrêmement compliqué parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes, parce qu'ils n'avaient pas des bons lieux, tout ça, des bons lieux, et ils ont fini aussi souvent par créer leur propre entreprise où ils ont pu en fait finalement faire ce qu'ils avaient envie de faire et faire ce qu'ils aimaient faire, et ils sont finis par l'imposer en fait, et plus laisser le choix à leurs interlocuteurs. Encore une fois, je dis pas que c'est une voie facile, mais c'est une voie. Bonjour, moi je suis une ancienne de la Chance justement, et je suis actuellement à l'IJBA. Et en fait, je me posais une question, c'est au fur et à mesure des années que c'est venu cette problématique, mais en fait même à l'intérieur du milieu journalistique, je le vois surtout dans la télévision, dans l'audiovisuel. En fait, comment limiter un peu la tendance de la profession au stage et à profiter, entre guillemets, des alternants et des possibilités que vous offre justement le gouvernement à avoir des aides sur ça, sans par la suite ne serait-ce que proposer des postes ou ouvrir des postes. En fait, c'est faire tourner des rédactions, malheureusement, avec des CDD, des stagiaires, ou en fait aussi des personnes qui ne sont pas conventionnées, mais qui payent leur convention. Nous, on a eu ça dans nos promotions, des personnes qui payent leur convention de stage pour 6 mois pour travailler dans des boîtes de prod. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque et comment on peut faire pour limiter ça? Voilà, merci. J'ai peut-être un élément de réponse. Justement, l'expérience que l'on a eue avec cette promo d'apprentissage au CFJ, à un moment donné, je crois que c'était 6 mois après le début de la formation, on a commencé à comparer nos salaires. C'était un moment un peu gênant, puisqu'on avait des personnes qui étaient en agence, on avait des personnes qui étaient en télévision, en radio, radio publique, radio privée, on avait à peu près tout, et on avait aussi des personnes qui étaient avec des métiers de journaliste dans des groupes qui n'étaient pas des groupes de presse. Le différentiel était monumental, parce que ça tenait principalement au respect du droit. Beaucoup de rédactions avaient décidé de passer outre la réglementation en matière d'échelonnement des salaires pour les contrats d'apprentis. Parce que la loi est claire, mais ensuite, si on décide de ne pas respecter les règles, l'apprenti ne va pas être la personne qui va venir râler. Parce que l'on est accroché à l'idée qu'on va peut-être ou peut-être pas avoir un contrat à la sortie. Donc, on serre les dents et on attend. Je crois que le différentiel le plus important d'ailleurs était entre Clément et moi. J'étais très très bien payé à BFM TV, mais parce que simplement la grille salariale de télévision est très différente, est plus élevée que les autres. Donc il y a cette question de comment favoriser la connaissance du droit par les étudiants concernés. Après, sur la question des stages, on a là aussi un fonctionnement différent. BFM TV est une énorme machine. D'abord, notre groupe a été un des principaux créateurs d'emplois durant les 10 dernières années parce qu'il a simplement beaucoup grandi.
Là, on développe un réseau régional, ça représente 140 embauches en CDI de journalistes. Et à côté de ça, on est un énorme employeur en stage, on est un énorme employeur en contrat pro, en contrat d'apprentissage. Avec un turnover très important parce que, ça a été cité, il y a un épuisement qui est lié à l'info en continu. Et donc, à un moment donné, les gens quittent leur poste et partent pour faire autre chose. Le droit implique qu'en dehors d'un plan de départ volontaire ou d'un plan social, les postes qui ont été créés en CDI restent en CDI. On ne remplace pas un CDI par un stagiaire, on ne remplace pas un CDI par un contrat pro. Donc, il y a une embauche permanente. Là encore, c'est aux organismes paritaires, aux syndicats, être vigilants à la façon dont les postes sont donnés. Et il y a une attention à apporter aussi, par les syndicats toujours, sur l'excès dans l'utilisation des stagiaires. Il faut que le stage soit un mécanisme d'intégration, que ça participe d'un mécanisme d'évolution dans le monde professionnel et que ça ne soit pas le remplacement d'un poste fixe. Je suis dans cette situation-là. J'ai été recruteur j'étais au bandeau déroulant de BFM TV pendant 6 ans, où on recrutait en CDI. Et à côté de ça, il y avait des pigistes pour combler l'écart, mais il ne faut pas que la pige non plus soit le recours. Plus encore que les stages aujourd'hui, on a un problème dans la profession avec les pigistes. Des pigistes qui sont éternellement pigistes. Et c'est devenu légendaire. Je crois que France Télévisions, notamment France 3, beaucoup sur ces questions-là. Mais j'ai à l'année aujourd'hui 2 postes de stagiaires qui pourraient être remplacés par un poste fixe. Sauf que les missions sont suffisamment diversifiées pour que ces stages puissent être conçus comme des points d'entrée dans la profession. Beaucoup des personnes que je recrute en stage, j'en ai généralement l'un des 2 qui est réservé à une personne qui voudrait construire un CV en vue de l'intégration d'une école, qui justement, c'est un défaut des écoles que de demander des expériences préalables lorsque les stagiaires sont recrutés généralement avec un passage par école. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut un stage pour pouvoir entrer en école et il faut être en école pour pouvoir avoir un stage. Donc l'un de ces 2 stages, je le réserve à des candidats qui voudraient intégrer la profession, qui voudraient intégrer une école, mais qui sont en cours de définition de leur projet professionnel. Et l'autre, malheureusement, est plutôt réservé à des personnes qui sortent d'école et qui n'arrivent pas à mettre le pied à l'étrier, pour lesquelles il n'y a pas d'opportunité, que l'école n'accompagne pas dans sa démarche d'intégration dans les entreprises. Et donc, voilà, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte de permettre à des jeunes de se créer un réseau et d'intégrer, de voir les opportunités de contrat pro et de contrat d'apprentissage. Il y en a beaucoup qui sont passés par ces stages et qui sont entrés ensuite comme apprentis ou comme contrat pro. C'est signe que si ces mécanismes sont mis en place, ça marche. Mais c'est aussi lié au fait que voilà, c'est au recruteur de définir la façon dont il opère. Et dans le cas de mes 2 stages, parce que vu de l'extérieur, ça pouvait sembler être on profite des stagiaires au lieu de recruter en fixe, c'est une bataille constante avec les RH pour leur faire valoir que dans ce cas précis, c'est un facteur d'intégration et non pas un remplacement facile et pas cher. En l'occurrence, ce sont des stages de 6 mois, donc ils sont payés. Nous, on fait des stages gratuits, mais ce n'est pas du tout en remplacement d'un CDD ou d'un CDI. C'est des stages, et encore, on aimerait en faire plus, mais les services ne peuvent pas absorber, parce qu'avoir quelqu'un en stage, c'est un effort. C'est un effort parce qu'il y a au moins une personne dans le service qui doit être vraiment présent, qui doit accompagner cette personne en stage et lui montrer comment ça marche. Mais une des choses... Nous, l'agence, même pour certains étudiants qui sont déjà en école de journalisme, l'agence est une grande inconnue. Tout le monde sait ce que fait un journal, tout le monde sait ce que fait une télévision, mais l'agence, c'est beaucoup plus inconcret et beaucoup plus difficile. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent connaître avant de faire peut-être passer la bourse ou demander un apprentissage ou une alternance. Et donc, on prend des étudiants, on prend automatiquement les gens qui sont à la prépa de la chance qui en font la demande, et on prend aussi des stages de 3e. Bon, là, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué, mais on prend, et on fait aussi, on essaye de faire aussi des partenariats avec des collèges en zone ZEP pour qu'ils puissent venir aussi faire des stages. Donc le stage, c'est plus une découverte et
et une possible voie aussi d'entrer dans un apprentissage à alternance ou plus tard un CDD à travers la bourse. Merci beaucoup. Alors on arrive au terme de cet échange qui, on le voit, soulève encore de nombreux défis. Donc j'imagine que c'est une table ronde sur laquelle on pourra encore reparler sûrement l'année prochaine, tant les défis sont nombreux, mais les initiatives aussi. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé, écouté, posé des questions, et merci à nos intervenants et intervenantes pour ces partages d'expériences.